Euh, donc, vous aurez du temps pour la discussion. Si donc il y a des problèmes en cours de route, vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser les questions ou les soucis, et puis on fera la discussion proprement dite sur la présentation en fin de présentation. Je vais commencer par présenter DocuTeam. Donc, DocuTeam est une société, une entreprise suisse qui est active depuis plus de 15 ans dans la gestion de l'information et des archives. Donc, notre entreprise est bilingue. Elle est active donc, dans toute la Suisse, sporadiquement aussi à l'étranger, notamment pour les projets d'archivage électronique. On compte une trentaine d'employés, environ 25 à Baden, en Suisse alémanique, et 10 à Yverdon-les-Bains. On a près de 600 clients quand même, je vous ai dit, essentiellement des communes, enfin essentiellement du public, des communes en Suisse, aussi du parapublic, quelques entreprises privées, quelques fondations, quelques organismes autres, mais essentiellement du public. Donc, ce qui fait qu'on connaît très bien le réseau suisse des communes, le fonctionnement des communes en Suisse. Autrement, on a un panel de clients qui est très large, tant au niveau des demandes des clients, ça peut être aussi des grosses structures, des petites structures, des demandes qui sont plutôt sur papier, plutôt sur l'électronique, plutôt sur la partie archive, valorisation, plutôt sur la partie en amont, donc de prise en charge, d'accompagnement. Donc, les domaines de prestations que l'on fournit à DocuTeam, on a 3 domaines de prestations. Donc, on a une première équipe qui s'appelle conseil en gestion de l'information, gestion documentaire. Ce sont des conseillers en gestion de l'information qui interviennent vraiment comme soutien dès la création ou la réception de l'information. Donc, elle aide nos clients à organiser et canaliser la production documentaire et aussi à acquérir les principes d'une bonne gouvernance de l'information. Ça, c'est le premier groupe. La deuxième équipe, le deuxième groupe de prestations est géré plutôt par des archivistes informaticiens. C'est le développement d'outils informatiques pour l'archivage électronique. On est toujours orienté archivage à DocuTeam, où là, ce sont plutôt des spécialistes des données, des informaticiens qui élaborent, qui développent des outils spécifiques nécessaires à la gestion des archives. Donc, on est vraiment sur la conservation à long terme des archives électroniques qui nous sont confiées ou dont on nous demande des conseils. Et la troisième équipe, ou troisième domaine de prestation, est plutôt composée d'archivistes proprement dit. Donc, c'est cette équipe prise en charge d'archives qui, elle, prend en charge vraiment des archives, que ce soit des archives papier, des archives électroniques, qui les trient, qui les décrivent et puis qui les reconditionnent, qui les préparent pour leur conservation pérenne. Voilà pour la présentation de DocuTeam. Je passe la parole à Forteamwork sous le micro. Merci beaucoup, Gilliane. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Susan Weber, je travaille comme chef de projet pour l'entreprise de Forteamwork depuis 4 ans. Avant, j'ai travaillé aux plusieurs administrations cantonales et communales dans le canton de Berne, dans la fonction de secrétaire communal. J'ai eu la possibilité d'introduire un système de jet ou Gevel, comme vous voulez, pour la ville de Nido, qui se trouve près de Vienne. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre entreprise dans quelques mots, de vous donner quelques informations sur nos produits et nos prestations. Gilliane? Merci beaucoup. L'entreprise a été fondée aussi en 2003. On a beaucoup d'expérience dans la conception, développement et l'exploitation des plateformes de web. Notre directeur, M. Pascal Abecker, était un membre fondateur en 2003 et il travaille toujours chaque jour opérationnel avec nous. Actuellement, on est aussi une trentaine de collaborateurs et collaboratrices. Vous trouvez nos bureaux à Berne et à Saint-Gall où travaille M. Erich Poligno, que vous allez faire connaissance plus tard. Oui, notre vision, c'est la prochaine, merci. Notre vision est le Digital Workplace, et ça pour tous les clients qui s'intéressent pour des sujets des plateformes de web. Ce sont des industries diverses, ce sont des cantons, on a des villes, des communes, d'autres unités administratives, d'entreprises privées.
et aussi des équipes pour les projets des différents sites. Quelques mots concernant nos valeurs, c'est le prochain slide. Merci. Nous visons des relations clients à long terme et c'est important pour nous. Et on aimerait avoir un taux de succès de 100% pour nos projets. Notre égalité mentale et technologique nous permet une réaction rapide face aux conditions cadres changeantes. On aimerait vraiment pouvoir réagir rapidement. Nous fournissons la qualité suisse avec un logiciel 100% Swiss-made et bien sûr, nous formons aussi des apprentis. Des collaborateurs satisfaits garantissent notre succès. Ça veut dire que Forteamwork offre un environnement de travail moderne et flexible et la possibilité de travail en temps partiel. Merci. Juste, il paraît qu'on ne voit pas la présentation, c'est juste... Où? Ah, ok. Non, on ne voit pas la présentation de Gilliane, mais ça veut dire quoi? Est-ce que vous voyez la présentation, ceux qui nous suivent? Ok, ça a l'air d'être en ordre. Et puis, pour l'écoute, c'est bon? Ok, super. Donc, c'est bon. Excusez-moi, Ah, j'ai ok, cru pas qu'il y de avait un problème. problème. Pas de problème, pas de problème. Le prochain slide, s'il te plaît. Alors, dans l'écosystème Fortimor, les produits représentant ce sont les suivantes. Vous voyez en bas, oh, ça manque le texte, je vois. Oui, OK. Vous voyez la solution OneGovGiver, c'est le stockage systématique et document de contenu pertinent aux affaires. Vous trouvez dedans aussi un aperçu structuré des affaires. Celle-là, c'est l'installation principale et la base de nombreuses actions. Directement liées, mais déjà dans la zone externe, vous voyez le Teamram. Un modèle qui prend principalement en charge la collaboration et l'échange des documents avec des parties externes. Mais bien sûr, ça fonctionne aussi pour des groupes internes. Une application qui s'adresse aux membres des conseils, c'est la app pour les séances que vous voyez à droite. C'est une plateforme avec laquelle tous les documents des séances peuvent être publiés et consultés. Alors, dans la zone interne, vous voyez à part de la GED, la gestion des séances et procès-verbaux. Il s'agit d'une solution qui soutient activement le traitement des requêtes et des réunions. On a aussi d'autres applications dédiées avec des extensions techniques. Ce qui se trouve aussi dans la zone interne. Voilà, c'est déjà tout que j'aimerais vous présenter pour le début. Plus tard, mon collègue Eric Collin va vous démontrer notre solution de GED sur base d'un exemple pratique. Et si vous n'avez pas de questions pour le moment, je passe la parole à Juliane. Merci beaucoup. Voilà, donc il faut que je réactive le micro. Donc maintenant, je vais brièvement vous présenter les principes de la gestion documentaire. Donc s'il y a il y a des archivistes parmi nous, ça ne va pas être une surprise. Pour ceux ou celles qui ne sont pas archivistes, quand même mettre 2-3 mots aussi sur qu'est-ce qui sous-tend derrière la gestion documentaire avant de penser à mettre en place un système de gestion électronique de documents ou une GED, par exemple OneGovGiver. Donc, je vais m'arrêter sur 2 grands principes. Un qui est fondamental, qui s'appelle la structure, enfin que nous on appelle la structuration par affaire, ce qui implique 2 grands aspects. Un système de classement. Moi, je dis toujours que c'est la partie un peu fixe d'une structuration par affaire qui est représentée ici avec ce meuble, avec des tiroirs, et une partie plus mobile qui est la constitution de dossiers. Donc, les dossiers ou les affaires, dossiers d'affaires, il y a plein de termes. Ça peut être des projets, ça peut être des législatures, ça peut être une année comptable, ça peut être en cas, ça peut être vraiment plein de trucs. C'est quelque chose qui va commencer, que vous gérez. Vous allez mettre des trucs dans ce dossier, puis à un moment donné, vous allez dire on peut clore cette affaire, elle est terminée. Donc, voilà, et c'est la petite icône jaune que l'on voit sur la présentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette logique de gestion documentaire, on parle de documentaire, mais en fait, pour moi, documentaire, ça implique beaucoup de choses. Ça implique les données, ça implique
des documents, naturellement, mais il faut encore s'entendre qu'est-ce qu'on qualifie comme document. Mais dans cette logique, les documents n'existent que dans le contexte du dossier. Donc, c'est vraiment cette notion de dossier, elle est centrale en gestion documentaire. Pour la partie fixe, donc ce plan de classement, l'idée, c'est de le modifier le moins possible. Donc, autant les dossiers, vous les créez quand vous avez l'habitude de les créer. Au fur et à mesure qu'il y a une nouvelle affaire qui vient, il faut créer un nouveau dossier. Le système de classement, on ne va pas le modifier tout le temps. Au contraire, l'idée, c'est d'avoir une structure assez générale, assez large, pour permettre de caser toutes les affaires, mais sans modifier, rajouter un nouveau tiroir, si je prends la métaphore du meuble, quand il y a Covid-19 qui arrive. Enfin, moi, je refuse de mettre dans un plan de classement Covid-19. Pour moi, Covid-19 est une affaire, mais on voit encore trop souvent dans des communes ce genre de rubriques qui apparaissent dans des plans de classement. Donc, le plan de classement, c'est lui qui va porter les règles de conservation, les règles d'accès aussi. Donc, si je prends ici l'exemple de ce tiroir qui serait ouvert, on pourrait dire dans le plan de classement, ça serait une naturalisation, par exemple. Donc, c'est la rubrique du plan de classement qui porte ces naturalisations. Donc, dedans, on aurait des dossiers, par exemple, un dossier Gaston Lagaffe, un dossier Astérix qui veulent se naturaliser, n'est-ce pas, dans votre commune. Ces dossiers peuvent être structurés en sous-dossiers, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais le plan de classement ne va pas lister Gaston Lagaffe, Astérix. Par contre, il va comprendre cette rubrique naturalisation sur lesquelles on va dire, puis c'est cette rubrique, on va dire, cette rubrique contient des données sensibles. Elle n'est pas accessible à tout le monde. Enfin, c'est uniquement tel service ou telle personne qui ont accès à ce tiroir, à cette rubrique du plan de classement. Donc, il y aura une clé spéciale. On va dire que ces dossiers de naturalisation, une fois qu'ils sont terminés, une fois que l'affaire est close, on va les garder encore 10 ans, par exemple. Si vous préférez les garder 5 ans, vous les gardez 5 ans. Si vous préférez 20 ans, vous décidez cette durée de conservation, du moment qu'elle respecte les délais légaux. Et puis, au bout de ce délai de conservation, vous allez décider si vous voulez archiver pour l'éternité ces dossiers de naturalisation, ou au contraire, est-ce qu'on peut les détruire, ou est-ce qu'on en conserve 1 sur 5, ou est-ce qu'on conserve les lettres B, ou les lettres S, ou les lettres, enfin, etc. Grosso modo, il y a ces règles de conservation, mais qui sont vraiment portées par la structure de classement, par le système de classement, donc le plan de classement. Donc voilà, en gros, pour cette distinction entre le système de classement qui est vraiment vu comme quelque chose de plutôt fixe, l'étagère, le meuble, et puis ces dossiers qui sont plutôt vivants que vous constituez au fur et à mesure. L'autre grand principe que je voulais évoquer avant de commencer vraiment la partie mise en place d'un projet de GED, c'est ce principe du contrôle du cycle de vie de l'information. Donc, pour nous, archivistes, il est absolument fondamental, mais pour vous, il est aussi fondamental. C'est de savoir, en effet, combien de temps je vais conserver un dossier. Qui va conserver ce dossier? Parce que souvent, on se rend compte qu'il y a un dossier, il existe des copies de dossiers par-ci, par-là. Qui a le dossier maître? Si on partage un même dossier avec différents services, qui est responsable de vérifier que ce dossier, il a toutes les informations requises dedans, autant longtemps que ce dossier est actif? Et puis, une fois que le dossier n'est plus actif, la question de la clôture, justement, on va clore ce dossier, on va le garder un certain nombre d'années ou de mois, ça dépend aussi des dossiers. On a dit que un dossier de naturalisation, je pense que ça fait sens de garder 10 ans. Peut-être qu'en dossier de location de salle, c'est beaucoup trop de garder 10 ans des locations de salle si encore on les conserve. Au terme du délai de conservation, c'est là qu'apparaît le sort final, donc de ce choix est-ce qu'on va archiver pour l'éternité ou est-ce qu'au contraire on peut détruire? Donc c'est ça qu'on entend par cycle de vie. Donc le contrôle, c'est vraiment d'avoir cette vision d'ensemble sur quel type de dossier qu'on va conserver combien de temps, lesquels on va pouvoir détruire au bout d'un certain temps, lesquels on va garder pour l'éternité. Voilà pour les principes. Je vous propose de passer maintenant à la partie plutôt mise en place d'un projet de gestion électronique des documents avec la partie plutôt organisationnelle. Donc, on n'est pas encore dans la partie technique qui va nous être présentée tout à l'heure par Eric Golino. Donc, quand vous voulez introduire un système de gestion électronique de documents dans une commune, dans une école, dans n'importe quelle organisation, il y a deux grandes
parties d'activités à faire. Une partie organisationnelle que vous devez faire en tant qu'organisation, que nous, DocuTeam, on peut vous aider à faire parce qu'on a une bonne connaissance de ce qui se passe ailleurs, et une partie technique qui va être proposée par le fournisseur du système. Le fournisseur du système peut faire aussi la partie organisationnelle, mais il aura en tête sa vision de technique, pas sa vision commune ou organisation. Donc, on ne va pas lire tout ce qui est dans le tableau, je vais le reprendre tout à l'heure, enfin, un petit peu point par point, mais juste pour vous dire, il y a une partie de gauche qui doit être faite par la commune, la partie de droite qui est faite par le fournisseur du système. Donc, on voit qu'au début, c'est surtout la commune, enfin l'organisation, je parle de commune parce qu'on s'adresse, la séance d'aujourd'hui était surtout prévue, orientée vers des communes romandes. Pour ceux et celles qui nous suivent, qui ne sont pas des communes, vous faites le parallèle avec votre organisation. Donc, au début, on a dit que c'était surtout à la commune de faire un peu ce travail. Et dès qu'on passe dans les phases de réalisation, de déploiement, là, la partie technique devient plus importante avec le fournisseur du système. Donc, je vous ai dit que je n'allais pas vous faire subir le tableau comme ça. On va le passer un peu par des petites images plus rigolotes pour vous faire sourire dans votre coin. Donc, on avait cette première phase qui était de l'initialisation. Donc, ça, c'est vraiment à vous, à la commune, de faire ce travail, d'établir une stratégie, de savoir quelle est votre situation idéale, où c'est que vous voulez aller avec un tel projet, de définir les responsabilités, c'est absolument fondamental pour éviter qu'on se tire dans les pattes les uns les autres, et puis savoir qui porte le projet. Ce qui est aussi fondamental au niveau de la stratégie, c'est vous assurer d'avoir le soutien de la direction. Donc, on est dans une commune, des autorités ou la chancellerie, mais idéalement les autorités, parce que c'est un projet qui va considérablement modifier les habitudes des collaborateurs et collaboratrices. Donc, s'assurer d'avoir ce soutien de la direction, mais après, vous menez, il y a un groupe de projets qui devrait pouvoir porter la suite du projet. Toujours dans cette première phase d'initialisation, donc là, on n'a toujours pas de fournisseur de jet qui est à notre disposition. Il va falloir planifier ce projet, savoir comment est-ce qu'on va l'organiser, sur quelle durée, enfin, on prévoit pour le mettre en place, ce projet, plutôt en temps long, plutôt en temps court, quelles sont les ressources qu'on aura à disposition, ça c'est aussi très très important, tant au niveau humain, enfin s'il faut organiser un groupe de travail avec des groupes de référents ou pas, quel est le temps que chaque personne va pouvoir prendre pour participer. Il faut vraiment que vous planifiez ça dès le début. Ensuite, on va gentiment entrer dans cette deuxième phase qui est la conception. Alors, il y a des communes qui se voient imposer le choix d'un outil. Alors, par exemple, parce qu'il y a un service informatique qui a déjà l'habitude de travailler avec l'outil X, Y, Z, etc. Donc, il n'y a pas cette étape choix d'un outil. Quand vous êtes dans une commune qui n'a pas d'habitude, enfin de service informatique qui a l'habitude de travailler avec un système de jet particulier, vous allez devoir choisir un outil. Pour cela, vous allez devoir, donc dans cette phase d'initialisation, il y avait un peu cette identification des besoins, pourquoi vous avez besoin de cet outil. Là, vous allez, sur la base de ces besoins, rédiger un cahier des charges. Ensuite, vous allez lancer en principe un appel d'offres et puis il va falloir évaluer les offres que vous avez reçues pour choisir l'outil qui vous satisfait le mieux. Donc là, on a déjà une petite partie où le fournisseur de jet vient vous proposer des offres en disant, voilà, moi, je vais vous offrir ça comme outil. Regardez, mon outil est le meilleur, il satisfait tout à fait vos besoins. Donc, mais ça, c'est quand même vous, commune, qui devez prendre cette responsabilité de choisir cet outil. Donc, voilà, il y a toute une démarche qui est prévue pour ça, où nous, DocuTeam, donc on peut vous aider à faire ce choix. En parallèle, vous pouvez aussi lancer dans la conception d'un plan de classement. Alors, vous pouvez, en principe, il y a beaucoup de communes qui ont déjà des plans de classement existants. Vous pouvez reprendre ces plans de classement existants au niveau de la GED. Il faut toutefois vraiment se méfier que ce plan de classement suive le principe de la structuration par affaires que j'ai évoqué tout à l'heure. Parce qu'on a bien dit que, il y a beaucoup de plans de classement actuellement qui sont encore au document, qui sont extrêmement précis. Dans la GED, il faut un plan de classement qui permette de classer des choses qui n'existent a priori pas encore. Puis je vous ai dit, on ne peut pas non plus créer une nouvelle rubrique du plan de classement comme ça. On peut créer des rubriques du plan de classement, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc, il faut avoir un plan de classement qui soit suffisamment souple pour pouvoir intégrer tout, mais quand même suffisamment cadré pour
pouvoir faire la part des choses, puis éviter qu'on se retrouve après dans une sorte de jet qui devient un gros carton à banane avec tout qui est mêlé. Donc ici, en exemple de plan de classement pour une commune, si je reprends mon exemple de la naturalisation, on voit qu'il y aurait une cote 0,4 naturalisation. Alors, j'ai mis un exemple de dossier dessous, mais c'est un exemple de dossier Gaston Lagaffe. Et puis, on peut dire, voilà, ce sont des dossiers qui sont gérés par la municipalité. Par exemple, si on est dans le canton de Vaud, qui ont des données sensibles, oui. On peut préciser éventuellement si c'est un dossier qui va être géré dans la GED, ou au contraire, est-ce qu'on va le garder papier, ou est-ce que c'est dans une application spécifique. On va le garder 10 ans et ensuite on va l'archiver. Donc, c'est une sorte d'intention, ce plan de classement que vous pouvez faire vraiment en parallèle du choix d'un outil de GED. Ceci dit, je reviens juste là-dessus. Une fois que vous aurez l'outil GED, il y aura de l'affinage à faire parce que l'outil GED aura des exigences qui va faire qu'il va falloir probablement le détailler plus ou moins en fonction des droits d'accès probablement. Toujours dans cette deuxième phase de conception, il y a tout ce qui est, on a mis en concept de déploiement. Il va falloir préparer des règles, donc ça peut être des directives, des procédures, des marches à suivre, qui vont permettre de déployer le système au niveau de l'organisation, au niveau des collaborateurs et des collaboratrices. On n'est pas dans une logique technique, on est vraiment dans une logique organisationnelle, afin de passer d'une mentalité plutôt papier, souvent, à une mentalité de dématérialisation de processus, ce qui n'est pas toujours évident. Enfin, c'est un passage psychologique qui n'est pas toujours facile à faire quand on travaille depuis longtemps dans un endroit. Donc, dans ces concepts de déploiement, il peut y avoir tout ce qui est lié à comment est-ce qu'on va créer, enregistrer, décrire des documents, quels seront les concepts de droit d'accès, comment est-ce qu'on va former les gens, comment est-ce qu'on va migrer les documents des anciens systèmes vers le nouveau. Donc, on n'est pas dans l'action, mais on est en train de préparer comment est-ce qu'on envisage de faire ça. En parallèle, il y aura toujours dans cette phase de conception beaucoup d'interactions avec le fournisseur du système. Donc, le fournisseur du système, il va en principe appliquer ce que vous leur donnez comme règle. Donc, ça va être des séances, des séances, des séances, des ajustements, etc. Et donc là, en principe, mais ça, je laisserai Fortimworks après l'essai, c'est là que le fournisseur, au terme de cette phase de conception, va vous mettre à disposition une plateforme telle que vous l'avez demandé, telle que vous l'avez prévue, et qui va vous demander d'effectuer des tests là-dessus. Et donc, on va passer dans cette troisième phase, qui est la réalisation, qui est beaucoup dans les mains du fournisseur de GED. Donc, on va justement tester cette plateforme. On va voir si ce qu'on avait prévu, ça fonctionne. On va aussi former des super utilisateurs, des super utilisatrices au système, donc des gens qui connaissent un peu mieux le système que les autres, mais au sein de la commune, pour essayer vraiment de s'approprier ce nouvel outil de GED et ensuite pouvoir aller vendre la nouvelle façon de fonctionner aux collègues qui nous attendent derrière. On va aussi gentiment préparer la migration, notamment à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment s'assurer au niveau de la réalisation que ce que moi, commune, j'ai envie d'avoir comme outil me satisfait, c'est bel et bien ce que j'avais demandé aux fournisseurs de GED, donc de nouveau préparer tout ça. Et ensuite, on arrive à la dernière phase, qui est la phase de déploiement. Donc là, le fournisseur de GED est toujours avec vous, vous accompagne toujours, mais c'est là qu'il faut vraiment s'assurer que notre système fonctionne bien, parce que la prochaine étape, vous n'avez plus de fournisseur de GED sous la main. Donc là, il faut vraiment s'assurer que tout se passe bien au sein de votre administration. Et puis c'est là-dedans qu'on a notamment tout ce qui est coaching de l'ensemble de l'administration, qu'on va contrôler encore que tout se passe bien. Et puis voilà. Donc, et puis en principe, vous êtes censé rouler tout seul. Et c'est là que je vais lancer là. Donc, j'ai remis ici le tableau avec les différentes parties organisationnelles et techniques pour dire, voilà, donc initialisation, conception dans la partie de gauche, avec un petit peu de travail pour le fournisseur, et donc ces phases de réalisation et déploiement qui sont plus conséquentes, avec pas mal d'interactions entre les deux. Et je vais je vais passer maintenant la main à Eric pour la partie proprement démonstration d'un système de gestion électronique de documents, donc qui sera OneGovGever par Fortimworks. Merci bien, Liliane. Un cordial bienvenue aussi ici de la Suisse de l'Est, d'Appenzell directement parce que je suis à la maison, je ne suis pas à Saint-Gall. Tu pourrais juste suivre le prochain slide. Oui, voilà.
avant de démontrer le système, encore revenir à l'illustration que Gillian a montrée tout en avant. Donc, le tiroir ou une étagère, ce qui est vraiment le travail de base avant à faire de toutes les organisations qui vont établir un système JET, là où DocuTeam vous peut soutenir à faire toutes ces trucs organisationnels pour être préparé avant d'utiliser un système JET. Je vais juste maintenant prendre l'écran, Gillian. Là, j'espère que tout le monde a mon écran. Super. Ça a fonctionné? Gillian, j'ai toi aussi? Je t'entends pas. Je vérifie. Oui, j'espère juste que Ok, l'enregistrement, ça va fonctionner. Mais oui, moi, je te vois. super. OK. Alors, je continue. Oui. Voilà, j'ai le plaisir de vous présenter notre système OneGovKeeper, un système JET qui répond à tous ces désirs qu'on a. Si on a un problème d'avoir un système JET, il faut qu'on ait un système vite, un système moderne, un système sûrement basé sur le web. Donc, c'est un système développé sur le principe open source. Et nous, comme entreprise, on est sur le chemin d'open source dès notre fondation. Ça veut dire que tous les systèmes qu'on développe, surtout avec les mesures et l'argent public des institutions publiques, notre software est disponible aussi théoriquement gratuitement, mais on doit avoir certains savoirs informatiques d'établir ce système. OneGovKeeper, comme vous le voyez ici sur mon browser, j'ai pris ici Google Chrome comme exemple. Vous pouvez aussi travailler à partir d'un système Mac ou Linux si vous avez. Et un système qui est complètement dans le web disponible. On a des clients qui utilisent ça dans une cloud privée, on dit. Ça veut dire que le système est disponible pas de dehors, ça veut dire de à la maison. Et il y a d'autres clients qui ouvrent le système pour même établir la possibilité de travailler dès son machine privée à partir d'un login d'authentification de 2 facteurs pour revenir au système. OneGovKeeper, comme vous voyez ici, se base dès 2 ans. On a tout refait, en fait, ce système, toute la surface du système est refait, prendront ou concevant les principes de Material Design. Material Design, c'est quelque chose que vous connaissez, vous voyez chaque jour si vous avez une adresse Gmail ou utilisez les services de Google. Donc, c'est un langage de design qu'on utilise ici. Aussi pour notre système, tous nos systèmes sont maintenant conceptionnés dans ce mode-là. OneGovKeeper, tout au début, si vous faites le login et vous venez dans ce système, moi, ici, je suis Monsieur Hugo Boss qui travaille dans une commune, voilà, qu'on a ici installé. Je vois tout mon tableau de bord. Le tableau de bord, c'est quelque chose de très individuel. Ça veut dire que chaque utilisateur peut ici créer son tableau de bord, son propre tableau de bord. Tout au début, on a les notifications des systèmes qu'on peut directement marquer comme lu ou on peut si on a une centaine, je ne sais pas, les directement cliquer et puis ils disparaissent ou sont encore disponibles là avec ce symbole ici à côté. Puis, tous les fenêtres que vous voyez ici sont déplaçables. Donc, vous pouvez, je ne sais pas, il y a ceux qui aiment avoir tout au début les notifications, les autres préfèrent plutôt les documents ou les dossiers. Voilà, ça c'est arrangeable par chaque utilisateur comme il le préfère. Puis, on a les documents récemment modifiés, puis les dossiers où moi, en fait, Monsieur Okubos est le responsable. Normalement, déjà filtré selon l'état, ça veut dire que je vois que les dossiers ouverts, je ne vois pas les dossiers fermés. Déjà, quelque chose que le système doit vraiment
seulement faire voir les trucs qu'on doit aussi travailler là-dessus. Puis, on voit les tâches que je devrais faire. Vous voyez que M. Hugo Boss n'est pas très ponctuel. Il y a 2-3 tâches qui sont un peu en retard. C'est aussi marqué assez visible pour que l'utilisateur voit tout de suite s'il y a quelque chose où il est en retard. En plus, tout l'affichage des dates, vous pouvez choisir vous-même, vous cliquez là-dessus sur la démonstration des dates relatives ou absolues, comme vous voulez. Voilà, et puis on a une partie avec les requêtes. Ça, c'est plutôt lié à la gestion des protocoles et des procès-verbaux. Là, je laisse de côté parce que c'est pas dans le programme aujourd'hui de vous faire voir comment ça fonctionne. Et tout à la fin, chez ma liste, c'est les objets observés. On peut observer les tâches, par exemple, et on est juste en train d'observer les documents. Ça veut dire, je peux observer un document et je vais recevoir une notification quand un document va être changé, par exemple. Donc, ça, c'est le tableau de bord. Tout le reste du menu est ici à côté. Moi, j'ai un grand écran, donc je n'ai pas besoin de faire plus de place pour moi. Mais si vous avez un petit écran, vous pouvez juste mettre à côté tout le menu ici. Donc, pour la démonstration, je vous laisse ça afficher. Puis, on a modifié récemment, ça c'est en fait la même liste que vous avez ici tout au tableau de bord. Ça veut dire que là, tous les documents que j'ai récemment placés ou modifiés sont listés. Puis, j'ai les favoris. Je peux mettre tous les documents, tous les dossiers, tous les objets en fait dans le système. Je peux marquer comme favoris. Ça, c'est tout aussi très personnel, bien sûr, que chaque utilisateur peut ici utiliser cette fonctionnalité avec l'étoile que vous connaissez de l'autre côté. Puis, on a le plan de classement au système de classement que Gillian a déjà mentionné avant, qui est le résultat, le résultat le plus important de la phase organisationnelle avec toutes les informations dedans, avec l'accès, avec les informations concernant le cycle de vie. Je reviens juste après quand je vous faire voir comment créer un dossier. Puis on a boîte de réception, peut-être, non, pas peut-être, sûrement vous recevez encore la poste physiquement. Ça veut dire des fois, vous devez scanner un document, vous le mettez dedans et vous devez le transmettre à la personne responsable. Ça, c'est aussi déjà fait que vous pouvez ici comme poste ou comme centrale secrétariat, par exemple, qui prend la poste, qui la scanne et puis la transmet directement aux personnes responsables. Puis, notre système a aussi une fonctionnalité concernant les modèles. Les modèles, on connaît de 3 côtés. Hein. Le modèle, bien sûr, des documents. On connaît les modèles de dossiers. Ça veut dire que peut-être un dossier du projet, avec des projets internes, on a peut-être ici des règles, comment déroulement, comment organiser, comment structurer un projet interne, par exemple. Et là, c'est libre à chaque organisation de définir ici des modèles, aussi un output en fait de cette phase organisationnelle que Gillian a déjà mentionné. Puis, troisième chose avec les modèles, c'est les déroulements standards. Ça veut dire que, par exemple, vous connaissez ça tous, si quelqu'un commence un nouveau travail dans une commune, par exemple, on a toute une liste de choses à penser pour mettre le poste de travail, pour faire prêt l'ordinateur, pour bureau, chaise, tout, je sais pas. Ça dépend de chaque organisation. Là, on peut, par exemple, définir ce déroulement standard pour que je ne dois pas penser chaque fois ou peut-être même gérer une liste sur Word qui me dit qui me donne toutes les informations que je dois y penser si quelqu'un commence son travail dans mon organisation. Donc, ça sont les 3 types de modèles. Puis, on a une partie de contact. Là, on a aussi la possibilité d'intégrer d'autres systèmes de CRM. Si vous avez d'autres systèmes, ça c'est intégrable sans problème. On a un petit module ici où on peut placer son contact.
Puis, il y a mon dépôt, ça c'est plutôt la partie privée. Donc là-dedans, vous pouvez placer votre dossier privé donc, qui sont pas partie du plan, qui font pas partie du plan de classement, vraiment quelque chose de privé, peut-être mes notes privées pour la prochaine discussion avec mon chef, si j'ai des problèmes, par exemple, avec mes collègues, ou je sais pas. Puis la partie séance, là, celle, je laisse de côté, ça c'est, comme j'ai mentionné avant, la partie avec les protocoles, les protocoles et les gestions des procès-verbaux. Et puis encore une partie administrationnelle, ça dépend des droits de l'utilisateur, combien de possibilités ici sont mentionnées. Une seule chose que j'aimerais bien mentionner ici, c'est que je peux en tout en détail vraiment paramétrer le système. Comment est-ce que j'aimerais bien être notifié, recevoir des notifications. Si quelque chose se passe dans le système, on a trois possibilités en fait. On a le message que vous voyez tout au début, que vous avez vu tout au début dans le système même. Puis je peux recevoir un email avec un lien là-dessus ou un résumé quotidien avec toutes les tâches ou toutes les notifications qui sont nécessaires. Voilà, j'entre directement maintenant dans un petit exemple. Vous voyez ici un plan de classement un peu standardisé selon notre expérience qu'on a avec nos clients. Je suis sûr que chaque culture de création du plan de classement a un peu ses propres modèles. Notre modèle ici, j'aimerais bien vous faire un exemple sur la naturalisation de M. Sanchez. Là-dedans, on a la structure naturalisation comme Gillian aussi a pris l'exemple. Et puis, il y a une partie, un étagère en fait, dans l'étagère, une partie qui est aussi écrit avec les dossiers. Là, si j'ouvre ça, vous voyez déjà, il y a d'autres naturalisations qui sont en cours. Désolé, Suzanne et Gillian. Voilà, et aussi, de la partie organisationnelle, des fois, vous avez déjà des règles définies. Et ici, j'ai une petite règle que sur cette rubrique, vous devez faire les dossiers nom de famille, virgule, puis prénom. Par exemple, pour que tous les dossiers soient mentionnés de la même manière. Et là, vous avez maintenant deux possibilités de créer un nouveau dossier. Ça, c'est la plus facile. En fait, les deux sont faciles, en fait. Et il y a ici le plus, on ne prend pas un modèle, je prends un dossier normal et puis je mets le titre et le responsable. Ce sont les seules deux informations importantes où en fait, ici, c'est marqué que c'est les seules informations qu'on a besoin pour ouvrir le dossier. Si peut-être, je suis un nouveau travailleur, je ne savais pas que du côté de Julien, il y a déjà un dossier. Je tape kern et le système me dit déjà, alors attention, là, il y a un dossier similaire déjà pour qu'il n'y a pas un doublage des informations. Moi, j'aimerais bien ouvrir ce dossier dans une autre façon. J'ai ici préparé dans mon écran un dossier, en fait, c'est un fichier dans le système de Windows avec deux documents, avec le CV et le questionnaire de naturalisation, le questionnaire. Et là, je le tire directement ici et il me demande ou propose de faire un dossier naturalisation M. Sanchez et le Hugo Boss, donc moi et le responsable. Moi, je le crée directement. Voilà, vous voyez directement que ce dossier s'est créé ici dans cette rubrique. Maintenant, je n'ai pas suivi les règles là, parce que en fait, vous voyez déjà, si on aimerait bien aussi faire une recherche correcte avec les documents, le dossier doit être nommé correctement. Donc voilà, comme ça, Sanchez. Voilà. Donc voilà, le dossier est créé et les documents que j'avais là sont déjà dedans.
la création des dossiers et des documents est tout possible par drag and drop, comme vous avez vu ici. Ça fonctionne bien sûr. Et ici, je vais prendre mon autre écran et juste placer un email pour vous faire voir que ça fonctionne aussi avec un email que j'ai ici. Je fais un clic, je le prends et puis je le laisse tomber. Et puis j'ai l'email. C'est n'importe quel email, hein. Excusez-moi. Les documents que j'ai placés dans un dossier, ils sont mentionnés ici. Il y a aussi ici des différents tabs qui vous affichent les informations. Les documents, vous pouvez avoir listés comme une liste que vous connaissez, ou vous pouvez avoir même un affichage des vignettes qui est beaucoup plus agréable. Vous voyez déjà le texte et surtout, vous cliquez sur un document, vous voyez déjà que vous ne devez pas faire le fameux double-clic pour ouvrir un fichier, puis fermer, et puis de nouveau ouvrir. Vous pouvez directement lire dans le système sans l'ouvrir directement, parce qu'ici, chaque document reçoit une prévue PDF. Concernant les documents, c'est assez important, bien sûr, de travailler sur les documents. Ça veut dire que, bien sûr, vous connaissez ça, vous avez des différentes versions des documents. Donc là, il y a en fait deux possibilités. Il y a la possibilité cloud. La possibilité cloud, c'est de travailler avec Microsoft 365 et où le checkout est édité avec mon Word que j'ai installé localement sur ma machine que je fais maintenant. J'enregistre, je ferme et puis mon système me demande un check-in et je clique oui. Et voilà. Eric, il est 11h15 si jamais. Oui, merci. Et les versions sont affichées ici que vous pouvez soit télécharger, soit enregistrer un PDF ou restaurer comme la version principale. La dernière chose que j'aimerais bien vous faire voir, c'est la recherche. En fait, tous les documents placés dans le système, ils sont directement disponibles à une recherche plein texte. Donc, ça veut dire, si je tape M. Sanchez, je trouve déjà 2-3 documents là-dedans. Dans le système, si je tape Enter, le système m'affiche les résultats, comme vous le connaissez un peu de Google. Vous avez les résultats de toutes les façons, puis seulement les documents ou les dossiers, plutôt tâches, on n'a pas, et record, on n'a pas. Ça veut dire comme ça, vous êtes assez sûr de trouver vite ce que vous cherchez. L'autre possibilité de retrouver les choses qu'on cherche, c'est bien sûr de travailler dans le plan de classement. Ici, après avoir établi le plan de classement est un grand système de filtrage. Ça veut dire si je suis tout en haut, je vois tous les dossiers dans le système, tous les documents, toutes les tâches, et je peux ici directement commencer à filtrer par texte ou par responsable, par état mot-clé. Il y a différentes possibilités de ici faire la recherche selon les documents. Bien, peut-être le résultat de la partie organisationnelle, c'est un plan de classement assez grand. Et les gens qui travaillent peut-être que dans les naturalisations, que dans les dossiers, peuvent, avec cette petite fonctionnalité, réduire le plan de classement sur les positions seulement pour eux nécessaires. Donc, c'est une fonction assez utilisée par des gens qui ont une organisation avec un plan de classement assez grand. Voilà, ça pour la démonstration. J'ai encore 3 minutes, c'est correct, non? Donc, je vais encore faire voir les tâches, quelque chose aussi très, très important. Si je vais dans ce dossier que j'ai juste créé avant, et j'aimerais bien que Suzanne me corrige ce document parce que je fais une nouvelle version. Je peux directement créer une tâche à partir de ce document. Je dis, c'est pour réalisation immédiate. C'est Suzanne qui devrait le faire. Corriger, s'il te plaît. Et
Suzanne va maintenant recevoir une notification du système que j'ai créé une tâche pour elle, pour directement travailler sur ce document-là. La grande avantage, c'est que je ne dois pas envoyer un email avec un attachment. Je peux directement adresser dans le système la tâche à Suzanne et elle directement travaille dans mon dossier. Ça veut dire qu'elle ne crée pas de nouveau un dossier et les documents ne se créent pas. On ne crée pas une grande redondance des informations dans le système. Voilà, ça c'est un tour d'horizon assez vite. Je crois que j'ai tout dit de ma partie. Oui, je passe la parole à toi, Gillian. D'accord. Donc, je vous propose qu'on embraye directement pour la discussion. Il nous reste 10 minutes. Pour les personnes qui veulent poser des questions, vous activez simplement le micro et vous prenez la parole. Je vous propose qu'on reste sur l'écran OneGovGaver pour le moment. S'il faut revenir sur l'autre présentation, je reviens. Moi, je vais peut-être commencer tout de suite par une question, Eric. Je connais la réponse. On a dit que le plan de classement, il y avait ces règles de conservation. Tu m'as dit que c'était repris. Concrètement, elles sont comment dans la GED? Les règles de consommation, ça veut dire chaque rubrique, vous avez par exemple défini tous les métadonnées. Là, avec l'I, vous pouvez faire afficher les métadonnées. Et là-dedans, il y a le délai de consommation. C'était ici, de cette position, ils sont 10 ans. Ça veut dire après ces 10 ans, on a, ou 10 années en fait, après ces 10 années, on a la possibilité de faire sortage, je crois. C'est quoi L'évaluation, si tu veux l'évaluation, merci. le Et vrai. puis le SIP, et puis le placer dans un archive à long terme. Donc, C'est SIP en langage grand public, c'est vraiment une sorte de paquet qu'on va pouvoir mettre aux archives. Donc, on peut sortir notre dossier Sanchez, par exemple, puisque les 10 ans sont arrivés, et de dire ça, on aimerait bien le mettre dans les archives. Donc, ce paquet qui sort d'une GED ou de n'importe quoi, avec les fichiers qu'on a vus, PDF, Word, etc., plus les métadonnées, vient dans une sorte de paquets, de petits dossiers électroniques qu'on peut ensuite mettre dans un système d'archivage électronique ou qu'on peut détruire. Alors, Lionel a levé la main. Je vois que le prénom, c'est bizarre. Je vous laisse prendre le micro, allez-y. Par contre, je vous entends pas. Ah, non, je vous entends pas. Non. Que se passe-t-il? Attendez, je vais juste voir la liste. Non, on n'entend pas. Si jamais vous tapez dans le chat, si c'est possible. Ouais, écrivez autrement dans... Vous ne m'entendez pas. Je vais juste voir si j'ai un pouvoir de couper trop le son des micros. Autrement, posez la question en effet dans le chat. Pour d'autres qui veulent essayer de prendre le micro. Je suis en train d'essayer de... Ça va pas, hein? Ah, là je vois un écran qui s'affiche. Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer, voir si c'est moi qui ai des problèmes de micro? J'essaye là, est-ce que Ah, vous c'est bon, m'entendez? c'est bon, Ok. c'est bon, j'entends, Ah, super. super. Vive la vie. Mais, ouais. Mais du coup, on n'a pas la question du monsieur, en fait. Non, mais c'est que le problème, il est pas... C'est pas moi Ok. au niveau des réglages. C'était ça ma crainte un peu, que je vous avais coupé le caquet, je vous avais coupé le micro, puis que vous n'arrivez pas à réactiver. Mais allez-y, puis on reprendra l'autre question tout à l'heure. D'accord, du coup, moi j'aurais une petite question aussi. Donc, Yann Krause, Archives cantonales vaudoises. Ma question, ce serait, en fait, vous avez montré là qu'il y avait différentes métadonnées. Quelle est la flexibilité pour personnaliser ces métadonnées en quelques mots? OK, alors, les métadonnées dans le plan de classement sont les métadonnées selon le standard du gouvernement, en fait, du standard de la Confédération. Soit les métadonnées au niveau dossier, soit les métadonnées au niveau des documents,
par standard ou par défaut, on dit, on met aussi les métadonnées du standard. Mais on peut flexiblement élargir ces métadonnées. Par exemple, si vous avez un type de dossier très spécifique, je sais pas, type projet de construction du nouveau bâtiment, vous avez encore, je sais pas, d'autres métadonnées à placer, vous pouvez sans problème le faire, soit sur le niveau dossier, soit sur le niveau des documents. Ok, super, merci. Bien, alors, si j'ai bien compris, par contre, au niveau du plan de classement, c'est fixe, hein, c'est ça? C'est fixe, on est en train de d'élargir ça, mais le problème est que là, on quitte le standard de la confédération et ces métadonnées, on aimerait bien les avoir dans l'SIP. Et c'est pour ça que là, il faut encore réfléchir un peu. On est en train de faire un concept là-dessus. Et puis prochainement, on aimerait bien aussi établir ça. Super, bah merci pour votre réponse. Service. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Lionel, je ne sais pas si vous voulez réessayer. Ah, j'entends quelque chose. J'entends plus. J'entends. Je comprends rien. Tu comprends, Julia? Non, le son est très mauvais. On entend quelque chose, mais le son est extrêmement mauvais. Mais autrement, posez votre question par écrit et puis je la reprends. Il y a Florian Desfrères qui a levé la main. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, ça s'en vient. Oui. Moi, j'ai une petite question. Il y a des applications métiers dans les communes. Quels sont les tests que vous avez fait entre OneGovGather et des applications métiers? Comment circule l'information? Est-ce que c'est facile d'interagir? Vous avez interfacé avec quel programme, quelles applications pour l'instant? Je n'ai pas bien compris. Tu peux m'aider, Gillian? Oui, il y a beaucoup de communes qui utilisent d'autres applications, par exemple une application pour les finances, une application pour les ressources humaines, etc. Okay. Quel est l'interfaçage entre OneGovGather Oui. et ces autres applications? Oui. Et j'aurai 2 autres questions par écrit qui viennent après, que je vous poserai. Okay. Mais... Alors, comme j'ai mentionné ici, au niveau des contacts, par exemple, si vous avez un autre CRM, il n'y a aucun problème de l'intégrer. Tout OneGovGather a un RESTful API, on dit. Ça veut dire une connexion ouverte directement, c'est open source, ça veut dire que vous pouvez donner l'information d'intégrer ce système ou d'autres systèmes à tous les autres fournisseurs. Et puis, voilà, donc c'est vite fait en fait. On a peut-être, je peux faire des exemples, on a les CRM Cobra peut-être, je ne sais pas si vous connaissez, intégré, puis on a le système GeoInfo avec les géo-informations, on a intégré une commune, puis oui, voilà, ça dépend du cas en fait. Merci. Travis? Alors, la question de Lionel Co de l'Université de Genève. Merci beaucoup pour la présentation. Je comprends la valeur ajoutée de votre accompagnement en termes de plan de classement, mais ma question porte sur l'outil. Notre institution étudie SharePoint comme outil. Pourriez-vous m'expliquer en quoi votre solution se distingue de SharePoint? Quelles sont les principales différences et les principaux avantages pour les utilisateurs? Là, je crois qu'on ouvre une boîte avec beaucoup de choses. Alors, Je je le voulais dirais, répondre. j'essaie de le faire simple. SharePoint, c'est une technologie de Microsoft. Là-dessus, vous pouvez bien sûr établir des programmes qui sont peut-être très similaires et c'est surtout utilisé pour la partie de collaboration. Ça veut dire, vous avez des documents placés, vous avez un projet par exemple et un certain nombre de participants qui y travaillent là-dessus. OneGovGather ou en fait un système JET, ça c'est beaucoup plus. Là-dedans, il y a un records management, ça veut dire les dossiers fermés, par exemple, là-dessus, on n'a pas parlé. Les dossiers fermés vont traiter très spécialement. Par exemple, si je ferme un dossier comme de M. Sanchez qu'on a parlé, tous les documents dedans vont être derrière transférés dans PDF-A pour qu'ils soient lisibles à long terme. Et c'est intégré aussi
la connexion avec ECH 160, ça veut dire que le SIP, vous pouvez créer un SIP et directement mettre dans un archive à long terme. En plus, SharePoint ne connaît pas la possibilité de faire des subdossiers, de faire plus de structures. En fait, tout ce que vous voyez sur SharePoint, en fait, c'est plat, mais c'est seulement un affichage utilisant des métadonnées. Donc, le système vous fait un peu de hocus pocus, un peu de magie pour vous illustrer là une structure qui n'existe en fait pas. Et en plus, SharePoint, vous êtes dépendant de Microsoft. Donc, si Microsoft change quelque chose, vous êtes complètement là dans la machine de Bill Gates. Okay. Il est 11h29. Et en fait, c'est aussi une application web. En fait, c'est ça qui est sûrement similaire. Il est 11h29. Je propose, on va prendre une dernière question et puis ensuite, comme ça, enfin, s'il y aura d'autres questions, vous pourrez nous écrire aussi. Je vais déjà. L'idée, c'est on va mettre à disposition le support de la présentation. Alors, je vais enlever les Gaston Lagaffe et les Astérix, hein, mais on va le mettre à disposition. Comme ça, si vous voulez l'utiliser, vous aurez accès aussi à nos contacts et autres si vous voulez nous poser des questions individuelles. Et puis, donc on a fait l'enregistrement aujourd'hui. Je ne sais pas quelle gueule aura cet enregistrement, mais on va aussi voir si on arrive à le mettre en ligne. Puis je vous informerai comme ça si vous voulez revoir la présentation d'aujourd'hui. Je vous propose qu'on fait la dernière question qui va être, je pense, plus courte. Sinon, il y a quelqu'un qui pense à une autre question urgente, faites-le vite, mais pas trop longue. Catherine Guanzini qui nous demande quelles administrations romandes utilisent OneGovGever. Suzanne, tu peux ajouter, mais je crois, on a Fribourg, la ville de Fribourg qu'on est maintenant en train d'introduire. Et puis, on a l'autre école pédagogique du Valais qui utilise le système bilingue. Ça veut dire que soit allemand et français parallèlement. C'est juste. Correct? Voilà. Voilà. Alors, il est 11h30. En principe, on avait prévu de finir à 11h30. Je pense que chacun a des activités un peu annexes. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous avez donc des questions ou autres, n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter. Je vais voir aussi dans quelle mesure on pourrait refaire une autre présentation avec Forteamwork, plutôt par rapport à cette question du cycle de vie, justement, de l'archivage. Donc, restez à l'écoute si vous êtes intéressés, dites-nous et puis je vous tiens au courant. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci encore de nous avoir suivis. Il y a Florian Desfrères qui lève toujours la main, mais je ne sais pas si c'est parce qu'elle ne s'est pas baissée tout à l'heure ou pas. Autrement, je vais vous laisser.